Bienvenue chers amis au cœur de l'émission Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend en mots. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naik Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant. Avec le cercle des chroniqueurs, ravi de vous retrouver, c'est un véritable bonheur. Et encore une fois, je retrouve presque les mêmes. Julien Pontès. Oui, bonsoir Brahim, bonsoir tout le monde. Merci, alors ce soir il s'agit bien sûr de foot. Voilà. On va tout savoir, donc c'est le titre de ta chronique, Carton rose. Contre l'homophobie dans le football. Et ce soir, on va enquêter sur la Ligue de football professionnel qui organise le championnat de France de Ligue 1 et de Ligue 2. Et on va pas la féliciter pour son inaction contre l'homophobie dans le football. Antoine Duvinel est également avec nous. Bonsoir Antoine. Oui, bonsoir Brahim, bonsoir à tous. Et moi, je vais continuer dans la galerie des personnages historiques qui aimaient les hommes ou les garçons, ou les deux. Vous parlez de Soliman le Magnifique. Et bonsoir à Valérie Beau, et on démarre tout de suite avec toi Valérie, bonsoir. Bonsoir, quel bonheur de vous retrouver. Oui, et alors ce soir tu écris le nom de Brigitte Bramy, qui est une écrivaine, on va dire, contemporaine, et s'il est bien d'explorer notre culture passée, il est aussi important de célébrer nos écrivaines contemporaines. Et là, dans ce monde de brut, je vous offre de la poésie. Parce que Brigitte Bramy vient de sortir un recueil de poésie. Alors j'ai eu le bonheur de... Moi, je suis son travail depuis quelques années. J'ai eu le bonheur dans un café à Paris, au très beau café de la mairie dans le 6e, aller à une soirée poésie littéraire, mais en toute simplicité. Je vais commencer par vous lire le poème qui, on va dire, ouvre, c'est le cas de le dire, ce très beau recueil. Ouvre-moi, ouvre-moi, j'ai faim, j'ai froid, il fait nuit, et il ne fait pas assez nuit, il ne fait pas assez froid. Ouvre-moi tes bras, ouvre-moi tes jambes. Je crois qu'à l'heure qu'il est, ils tirent avec leurs mitraillettes sur les trottoirs, des mots sans importance. Cette soirée, une poésie était présentée par Francis Vladimir, et c'est lui que je vais citer. Ce sont des poèmes de jeunesse de Brigitte Bramy, âpres, mais ô combien juste, de cette justesse ébouriffante, sans fioriture. Les mots glissent du silence intérieur où s'écrit le poème à la révolte d'une jeune âme qui parle avec toutes ses larmes de son corps. Dans ces textes sans compromis, une toute jeune femme annonce déjà la maturité, la hargne et l'audace avec lesquelles Brigitte Bramy compose son œuvre d'écrivaine. Et je compléterai que finalement, c'est une œuvre de jeunesse, mais Brigitte Bramy, qui est née en 1964 et que l'on peut retrouver aujourd'hui dans sa maturité du temps qui passe, ses poèmes n'ont pas d'âge et c'est même surprenant lorsque c'est comme s'ils avaient été écrits aujourd'hui et c'est même stupéfiant d'une prime jeunesse d'avoir autant de maturité. Et la poésie est quelque chose qui se vit avec Brigitte Bramy lorsqu'on a le plaisir d'échanger avec elle ou de passer du temps tout simplement. C'est une poésie au quotidien remplie d'anecdotes et de bonheur de vivre. C'est aussi une spécialiste de Jean Genet. Elle a beaucoup travaillé sur lui. Donc son livre s'appelle Miracle de Jean Genet aux éditions de l'Harmattan. Elle a travaillé aussi sur un livre qui s'appelle Corps imaginaire aux éditions Unicité. Et elle a travaillé aussi sur l'univers carcéral. Il faut savoir aussi que les livres de Brigitte Bramy deviennent vite introuvables. Et certains sont vraiment, si on veut les lire, il faut courir les bibliothèques, on va dire presque patrimoniales, parce qu'on ne les trouve même pas d'occasion. J'ai lu aussi dernièrement Car le feu qui me brûle et celui qui m'éclaire aux éditions Unicité. Et elle a écrit aussi, je le cherche, mais je vais le retrouver. Surtout ne pas nuire, mais je l'ai peut-être dit. Ces livres donc sont des phénomènes et en fait le plus beau cadeau que je puisse faire c'est de vous partager 2 poèmes à nouveau. Devoir.
dissiper les nuages qui encombrent ta vie, s'habiller de lumière dans l'ombre de son sommeil, caresser la folie comme un enfant blessé, attraper un nuage et le prendre pour cerf-volant, recueillir le souffle de la mort qui s'amène, chasser la chaleur en buvant le soleil, écrire pour vivre, vivre pour écrire. Un nouveau poème. J'ai cru, tel un magicien, j'ai cru pouvoir essuyer mes échecs, simplement en passant ma main sur les ruines de ma mémoire. Tel un écolier, j'ai cru pouvoir gommer les cernes, fioriture d'un passé trop mal passé, d'un seul coup de cœur. Tel une amnésique, j'ai cru pouvoir oublier ma médiocrité, en vernissant mes jours de miel, de soie, de rire, de masques, de brume. J'ai cru, il y a longtemps, il y a des siècles. C'était hier. Voilà pour les lectures. Et donc c'est une autrice qui vit, alors pas entre Paris et Marseille, elle vit à Paris ou à Marseille. On va dire qu'on plaisante ensemble la blonde et la brune, qu'importe. Et voilà, je vous invite vraiment à découvrir son travail, à suivre son actualité sur les réseaux sociaux parce qu'elle donne aussi, elle est à l'initiative d'ateliers d'écriture. Elle est très présente au 3G à Marseille, ouais. Donc je salue chaleureusement un espace aussi communautaire actif. Elle est présente dans de nombreuses librairies à Marseille et puis lorsqu'elle est à Paris, ouais. Elle est auprès de nous. Cet ouvrage est sélectionné aussi pour des événements LGBT. Oui. Oui. Et elle ne cache pas son orientation sexuelle très fièrement de femme lesbienne. Elle n'est pas avocate. Elle n'est pas avocate. Non. Parce qu'elle a un homonyme, une homonyme avocate. Ah, elle en sera bien curieuse. Ah oui. Merci Valérie pour cette découverte, en tout cas pour nous. Vous connaissiez autour de cette table, Antoine? Je confesse, non. Oui, Julien? Oui, moi je la connaissais à travers Jean Genet. Parce que c'est un auteur que j'aime bien lire. Et donc j'étais tombé sur Brigitte Bramy, effectivement, sur son compte Facebook, où elle dit des choses très intéressantes. C'est très, très agréable de l'entendre parler, ça fait beaucoup de bien. Voilà. C'est une brillante oratrice et s'il y a un événement, eh bien, courez l'écouter. Merci Valérie. Homo Micro, l'invité du jour. Bonsoir Issane, merci de nous appeler dans Homo Micro depuis Bruxelles. De quelle ville exactement ? En Belgique, pardon. De Liège, exactement. De Liège. Merci. Alors, Hassan Jarfi, alors votre combat, bien sûr, contre l'homophobie, après le meurtre de votre fils, vous avez donc écrit un ouvrage il y a maintenant quelques années. J'aimerais que vous nous en parliez un peu avant les différentes questions qu'on sera amené à vous poser. Hassan. Bon, je ne sais pas si vous savez, mon fils, âgé de 32 ans, avait été enlevé par 4 voyous dans une voiture le soir de l'anniversaire de sa maman, alors qu'il était sorti pour appeler son frère pour venir le reprendre et le conduire à la maison pour assister à l'anniversaire. Ces voyous-là voulaient prendre une fille à la place, mais Issa a dit à cette fille-là, qui était devant le café, un café fréquenté par la communauté LGBTQ, et il lui a dit « rentre, c'est pour ta sécurité ». Ils l'ont fait monter dans leur voiture. Ils l'ont pris à 15 km pour le faire sortir de la voiture, le déshabiller et le jeter dans le coffre. Et s'agissant d'une petite Polo, et ils étaient à 4 à l'intérieur. Et mon fils a ramassé des coups. Et puis 15 km plus loin, dans un bois isolé, ils l'ont fait descendre et ils l'ont tué à 4. Ils lui ont cassé sa cage thoracique, sa boîte crânienne. Ils ont tout fait éclater à l'intérieur. Ils ont découpé son corps avec des coupures de 36 cm. Et ils l'ont laissé là-bas, le visage face contre le sol, à une température de frigo. Voilà. En se disant que le lendemain, ils allaient revenir pour brûler son corps, pour effacer toutes les traces d'ADN. Mais il se fait que l'âme de mon gamin était tellement pure
qu'il y a une volonté quelque part qui n'a pas voulu couvrir le meurtre de ces barbares. Oui. Et ils avaient volé son GSM. Un des assassins a volé son GSM et il a offert en cadeau à son papa. Son papa, qui était d'origine turque, a remercié son fils. Il a mis sa carte SIM et il a appelé la Turquie. La police a retrouvé la trace de cet appel et ils ont pu trouver les assassins, les 4, qui ont été donc jugés. Moi, ce crime-là, mon gamin, c'est la chair de ma chair. Jamais, aujourd'hui encore, j'ai 70 ans, jamais je ne pourrais accepter sa disparition. Mon fils serait mort suite à une maladie quelconque, je l'aurais accepté. Ou suite à un accident quelconque, je l'aurais accepté comme tout le monde. Mais qu'il soit tué pour ce qu'il était, jamais je ne pourrais l'accepter. Et c'est pour cela que ma douleur n'a pas de prix. Et j'ai essayé de trouver quelqu'un qui puisse m'écouter. Mais je n'ai trouvé personne. Je ne suis pas écrivain, mais je suis devenu écrivain par la force des choses, parce que ce que je voulais, c'est juste écrire ce que je ressentais. Et j'ai pris donc l'ordinateur et j'ai commencé à écrire. Curieusement, au lieu de commencer à écrire et à raconter mon amour pour mon fils et ce qui lui est arrivé, j'ai commencé par parler de mon père. Finalement, j'ai compris que le père, le fils et le petit-fils n'ont fait qu'une seule personne. Parce que mon papa, qui était berbère du sud du Maroc, m'avait éduqué à l'ouverture et à l'amour des fleurs aussi. Il m'a appris les fraisias, il m'a appris toutes les fleurs qu'on allait chercher ensemble, les semences dans le marché des Français. Et alors il semait ça sur la terrasse et je me faisais un plaisir de me lever le matin très tôt pour sentir le parfum de ces fleurs. Et il adorait beaucoup les chansons. C'était un homme qui aimait la vie et il aimait aussi mon fils. Donc mon papa m'a passé son amour que j'ai passé à mon fils. Et c'est un amour qui reste indélectible parce qu'on ne peut pas l'effacer, on ne peut pas l'oublier. Aujourd'hui, je vous parle, je suis dans un petit kiosque, tout petit, dans un espace de coworking. Je suis appuyé sur la table, mes yeux fermés, et je vous parle dans le micro en imaginant mon fils. Hassan, vraiment, on vous sent que vous parlez avec beaucoup d'émotions et c'est vraiment terrible ce qui est arrivé à votre fils. Et ce qui est intéressant chez vous, c'est que, et dans votre livre, vous l'avez donc écrit, il n'y a jamais de haine quelque part dans votre écrit. Et ce livre que vous avez écrit, donc s'adresse à qui? J'imagine aussi aux assassins. Principalement, vous savez, les assassins, ils étaient 4, mais dans la réalité, ils sont beaucoup plus que 4. Il y a des assassins qui ont exécuté mon fils. Il y a des assassins qui auraient souhaité le faire. Il y a des assassins qui auraient commandité ce meurtre. Il y a des assassins qui n'arrêtent pas encore de tuer mon fils par la pensée. Et finalement, je m'adresse à toutes ces personnes-là qui n'ont rien compris à la vie. Je ne suis pas là pour donner des leçons, mais chacun a le droit d'aimer les personnes qu'il souhaite. Personne ne peut intervenir dans ce choix-là. Comme on aime bien d'aimer, on aime bien d'être respecté dans notre choix. C'est ce qu'on fait pour les autres. Donc mon livre, il s'adresse aux assassins en priorité, mais il s'adresse aussi aux personnes qui ont vraiment rejeté, qui ont vraiment dénoncé et qui militent encore contre l'homophobie. Ces personnes, ils ont besoin de cette énergie qui est l'énergie d'Hissane. Moi, je crois que Hissane continue encore de vivre puisqu'on parle toujours de lui, de la manière dont il a été assassiné.
Et les personnes qui l'ont connu, ils ont compris combien il était gentil, combien il était adorable, serviable, altruiste pour les différences et comment il a été donc sanctionné pour son amour de vivre ensemble par ceux qui n'ont qu'une seule vision monolithique sur la vie que, en dehors de leur opinion, point de salut. Alors Hassan, votre vie aujourd'hui, donc c'est la lutte, c'est le combat en permanence. Vous avez créé donc une fondation et depuis c'est aussi ça votre vie aujourd'hui. Oui, enfin, vous savez, je suis vraiment quelqu'un qui préfère rester dans le cadre de mon amour pour mon gamin, pour mon fils. Les gens sont venus m'aider en créant la fondation. Cette fondation, son objectif est de lutter contre l'homophobie avec des moyens, on va dire, appropriés. C'est bien qu'aujourd'hui, il y a 5 personnes qui travaillent, des salariés, des employés qui travaillent au sein de la fondation, parce que la fondation va chercher les moyens. Mais moi, pour vous dire la vérité, je laisse les personnes compétentes pour diriger cette structure administrative et institutionnelle. Moi, je me contente d'aller dans les écoles pour parler d'Ihsan, de l'amour d'Ihsan, de l'homophobie. Je vais dans les centres culturels, je vais dans les églises. Certaines congrégations m'invitent, mais pas toutes. Une synagogue m'avait invité aussi. Et je vais là où on m'invite et je vais là où le message risque de ne pas passer pour montrer aux personnes que c'est une richesse d'avoir des avis différents, mais que la plus grande richesse, c'est de pouvoir s'accepter et de rester l'un à côté de l'autre sans se juger. Votre message, il est vraiment très très fort et vous pouvez pas imaginer comment vous pouvez donc alerter un grand nombre de personnes, ceux qui comprennent, ceux qui ne comprennent pas. Et je me dis, d'où vous vient cette force quelque part quand on vous entend parler de votre fils, qui n'est malheureusement plus là aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous retient? Il y a effectivement la lutte et le combat, parce que vous avez envie de, si je puis dire, un peu le ressusciter dans votre combat quelque part. Et d'où vient cette force quelque part chez vous? J'aimerais que vous nous disiez 2 mots à ce sujet, Hassan. Oui. Vous savez, ça a commencé à sa naissance. Lorsque il était né, mon épouse voulait l'appeler Ismaël. Et je lui ai dit non, pas Ismaël, parce qu'Ismaël, il a failli être tué par son père. Je n'ai pas besoin de ce présage-là. Je vais essayer de lui trouver un joli prénom. Et comme je suis soufi, mystique, je sais que le plus haut degré de la vie spirituelle, il s'appelle Ihsan. Ça veut dire l'excellence. Et en fait, l'excellence, ça ne veut pas dire autre chose que le fait de pratiquer ces valeurs. Il y a l'islam, ça veut dire exécuter la prière, le ramadan, etc. Ce sont des gestes qui sont très très primaires, on va dire. Et puis alors il y a l'aspect fidéique, où par la mentalité on commence à réfléchir, à penser, à intellectualiser certaines valeurs. Et puis l'ihsan, c'est le fait de le mettre en pratique. C'est de se taire et de pratiquer. Vous voyez quelqu'un qui est pauvre, vous n'allez pas dire non à la pauvreté, mais vous faites ce que vous pouvez, ce que vous avez dans la poche, vous le donnez à cette personne pauvre qui ne vous connaît pas, qui ne vous connaîtra jamais, et vous partez. C'est un petit peu, quelque part, c'est ça l'ihsan. Donc moi j'ai choisi le meilleur symbole pour mon fils qui s'appelle l'excellence. Mais parfois on a l'impression qu'on choisit et en réalité on ne choisit pas. Parce que le mot ihsan, le nom d'ihsan, il est valable pour les garçons comme pour les filles. Et regardez, par mon choix, je n'ai fait qu'exécuter un plan qui était déjà tracé. Je suis devenu quelque part déterministe, mais pas fataliste, non, mais déterministe. Ça veut dire que ce qui arrive, il n'y a rien de mieux qui peut arriver que ce qui est arrivé. Et que malgré les meilleures volontés, on ne pourra jamais percer les secrets du destin, ni les anéantir les forteresses du destin. Avec les meilleures volontés, on ne pourra jamais. Malgré toutes les protections que j'ai données à Ihsan, toutes les leçons, toutes les choses, est arrivé ce qui était arrivé. Donc, l'amour que j'ai pour Ihsan depuis sa naissance, depuis son enfance, depuis son éducation, je peux vous jurer
qu'un seul sourire d'Issam, ça vous remplit votre cœur de bonheur. Quand il était petit et même quand il était grand. C'est quelqu'un qui ne savait faire autre chose que de donner l'amour et d'exporter cet amour autour de lui et de contaminer toutes les personnes qui se trouvent dans les environs par cet amour et par cet amour de la vie et cette naïveté qui était la sienne. Et c'est ça qui l'a fait tuer, parce qu'il croyait que l'homme était quelqu'un de pur et qu'il ne peut jamais être un loup pour l'homme. Oui. Malheureusement, j'avais vu avec lui le film Jonathan le Goéland, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui. Jonathan de Seagull. Je lui avais montré que la personne qui sort du cadre de la société sera bannie par la société. C'est ce qui est arrivé à Jonathan, mais même s'il est banni par la société, s'il recherche la vérité, il finira par comprendre le secret de la vitesse absolue. Oui. C'est ce qui était dans le film. J'ai vu avec lui le cercle des poètes disparus. Tous les deux, nous étions fans de Pasolini. Issa, mon gamin, il avait une Vespa, avec une cigarette et une Vespa rouge, comme celle qui se trouve dans le film de Pasolini. Hélas, il a été tué plus ou moins de la même manière que Pasolini. Un destin bizarre. Hassan, alors merci vraiment pour ce beau message. On sent bien que Ihsan, il est toujours avec vous. C'est ce qui vous donne aussi cette force qui vous permet de combattre et de lutter, d'intervenir un peu partout. Finalement, j'imagine plein de gens qui aimeraient bien vous avoir comme père, parce que vous êtes un véritable exemple. Moi, en vous écoutant, je me suis retrouvé aussi dans pas mal de domaines à travers mon histoire et ton histoire. Donc, on aura de toute façon l'occasion de se rencontrer en Belgique, très prochainement. Puisque ça me fait vraiment plaisir de vous rencontrer, parce que je sais qu'on a beaucoup de choses à partager. Exactement, il y a des histoires similaires, effectivement. Et moi, effectivement, vraiment, c'est un plaisir. Et merci encore beaucoup pour votre message. Vous êtes vraiment encore un exemple. Bravo pour ce que vous faites. Force à vous. Et Ihsan restera, puisque vous avez des croyances qui sont très fortes et très profondes, toujours là quelque part. Et comme vous disiez tout à l'heure, vous le signez, le destin est comme ça. Sa mort était programmée, mais il est là, quelque part. Et c'est aussi ça l'important. Merci Hassan. Rappelez-moi et rappelez-nous le titre de votre ouvrage. C'est Ihsan Jarh, Le couloir du deuil. Le couloir du deuil, c'est très spirituel et j'explique pourquoi le couloir et pourquoi le deuil. Un deuil qui n'a jamais commencé, qui ne se terminera jamais donc. Merci beaucoup et à très très vite Hassan, et force à vous en tout cas. Merci à vous. Merci beaucoup. Est-ce que je peux compter sur vous pour avoir une copie? Oui, de votre décision, exactement, un exemplaire qu'on vous adressera très très vite et très prochainement, bien sûr. Merci beaucoup et très bonne continuation. Et merci, longue vie à votre fondation également. À bientôt Hassan, merci, au revoir. Vous écoutez Homo Micro, une émission de et avec Brahim Naik Balk. Et c'est le moment d'écouter Nathan Hilero pour son morceau musical. Chers auditeurs et chers chroniqueurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 2 semaines de ça, je vous ai fait découvrir une artiste du nom de Corinne. Eh bien aujourd'hui, nous allons découvrir également un autre morceau de sa part, cette fois-ci que j'aime beaucoup, il s'appelle « Il fait chaud », on écoute ça tout de suite. Je descends sur la plage, le soleil tape sur mon dos. La mer est calme et bien sage, le sable brûle ma peau. J'enlève mon chapeau de paille, lunettes de soleil sur le nez. Il y a du monde en pagaille, des serviettes roses et des beignets. À paillettes, parasol jaune en étendard. Je mate les filles, je mate les mecs. Il y en a un qui pique un phare. Je trempe un doigt, je trempe un pied. Les vagues lentement caressent la fine peau de mes poignets, abîmée par la sécheresse. Il fait chaud, oh, 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 à la cano, oh, oh, oh. Il fait chaud, oh, oh, oh.
Un homme court sur le rivage, nageur sauveteur en pleine action. La foule se lève sur la plage. Fausse alerte, circuler c'est bon. Réconfort, glace vanille fraise. Biscuit qui croque entre mes dents. Petite fraîcheur à 3 françaises. Je m'allonge, je me détends. Il fait chaud, oh, oh, à Ajaccio, oh, oh. Il fait chaud, oh, oh, à Saint-Malo, oh, oh. Mais si, je t'assure, il fait chaud à Saint-Malo. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Merci pour ce choix musical, Nathan Hilero. Et tout de suite, il est l'heure de retrouver Julien Pontès. Alors Julien, tu es le porte-parole du collectif Rouge Direct qui lutte contre l'homophobie dans le football. Vous exercez une fonction de lanceur d'alerte. Vous donnez à voir et à entendre les manifestations d'homophobie, en particulier dans les stades de football, lors des matchs de championnat de France en compétition dont l'organisation est sous la responsabilité de la Ligue de football professionnel. Ce qui est sûr, en fait, c'est que Rouge Direct n'hésite pas à mettre la LFP, mais aussi ses partenaires associatifs face à ses responsabilités, c'est ça? Oui, c'est ça, Brahim. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la LFP ne les assume pas, ses responsabilités. Et depuis quelque temps, l'irresponsabilité de la LFP atteint des sommets et tourne carrément au doigt d'honneur à celles et à ceux qui se battent pour un football respectueux des personnes LGBT. Notre collectif Rouge Direct est actif depuis 2016 et depuis ces 7 dernières années, on constate et on dénonce des manifestations d'homophobie qui s'aggravent dans un climat d'impunité et d'inaction lamentable de la part des instances du foot. Je me souviens que fin 2016, avec la réapparition de chants homophobes au Parc des Princes, on avait senti que les avancées qui avaient été conquises, en particulier avec le Paris Foot Gay, étaient remises en cause. En effet, avec le Paris Foot Gay, dès la fin des années 2000, on avait fait signer la charte contre l'homophobie à la LFP elle-même et à une dizaine de clubs professionnels ou encore à des villes comme Paris. On avait organisé des événements XXL contre les discriminations LGBT au Stade Charletti, au Parc des Princes, avec des centaines de jeunes de banlieue. On avait également publié en 2013, et ça c'est très important, une enquête montrant un niveau d'homophobie alarmant dans le football professionnel. 41% des joueurs pros et 50% des jeunes footballeurs en centre de formation y déclaraient des opinions hostiles aux gays. Alors cette enquête avait marqué l'opinion publique, mais c'est la LFP qui avait failli en faire une attaque. Ces chiffres catastrophiques étaient posés sur la table et il allait falloir sensibiliser à l'homophobie les présidents, les directeurs, entraîneurs de clubs, les joueurs, les staffs, les jeunes pros, bref, tous ceux qui majoritairement ne voulaient pas entendre parler et passer aux travaux pratiques. Nos données sont sorties en 2013, elles étaient là, elles étaient massives, incontestables, et il n'était plus possible pour la LFP de reculer. Sauf si il y en a un ou deux qui te proposent de te guider en marche arrière. Oui, tu sais, dans ces cas-là, il y a toujours de bonnes volontés prêtes à rendre service. Et là, en l'occurrence, des individus dont le Paris Foot Gay avait été bien content de se débarrasser quelques mois auparavant ont constitué une association, les Panam Boys, qui était vraiment prête à rendre service à la LFP dans ses manœuvres de marche arrière. Vas-y, tourne le volant à gauche, redresse, vas-y tout droit, recule, et surtout, n'en finis pas de reculer. Alors concrètement, ça donne, dès 2014, une action Lacet Arc-en-Ciel en partenariat LFP et Panam Boys, avec un communiqué de presse de la LFP qui, attention, prend bien soin de préciser que le symbole arc-en-ciel n'est pas celui de la communauté LGBT. Traduisons-les, rassurez-vous, on va pas vous déranger avec l'homophobie, les LGBT, tous ces trucs tabous et puis un peu chelous quand même, faut bien le reconnaître. Le résultat ne s'est pas fait attendre. L'opération Lacet Arc-en-Ciel a été un fiasco monumental, en plus d'être une trahison pour la cause LGBT. L'émission de Canal+ Enquête de foot en 2015 interroge ce soir-là des joueurs qui ne sont même pas au courant de ce que signifient ces lacets arc-en-ciel à leurs pieds. On les écoute. Du coup, le message est-il vraiment clair et compris par ceux qui sont censés le porter? C'est pour lutter contre quoi? Le racisme, c'est ça, non? C'est ce qu'on vous a dit? C'est ce qu'on m'a dit, ouais.
I'm not actually sure, but I know it's for a good cause. On n'aime pas le racisme dans le foot, donc je pense que c'est une bonne action. Voilà. Alors donc c'est contre le racisme. Je sais pas, mais ça doit être pour une bonne cause. Ou bien c'est très bien, c'est lassé parce que moi je suis contre le racisme. Ok, alors bravo pour ce partenariat qui signait un premier recul énorme de la LFP contre l'homophobie, avec le concours actif et efficace des Panam Boys, qui seront bientôt rejoints par une autre association amie et tout aussi exigeante et efficace avec la LFP, à savoir Foot Ensemble. Alors Foot Ensemble, c'est un fidèle et indéfectible soutien de la Ligue de foot professionnelle, notamment en 2019 quand la présidente de la LFP explique dans Le Parisien que l'homophobie est, je cite, le folklore du football. Alors nous, collectif Rouge Direct, on a tout de suite dénoncé ces propos irresponsables, mais le président de Foot Ensemble fonce comme un seul homme au secours de la présidente de la LFP et assure que jamais elle n'a pu dire une chose pareille, c'est pas possible. Bref, une caution LGBT très pratique, pas contrariante du tout et même très très aidante avec la LFP. Et tu as des exemples de ces drôles de partenariats, Julien ? Les exemples ne manquent pas, Brahim. D'ailleurs, Foot Ensemble n'a pas filé des coups de main qu'à la LFP. La Fédération française de football et son ex-président Noël Le Graët ont pu bénéficier de ce pinkwashing pas très exigeant en affichant un partenariat avec l'association Foot Ensemble sur son site internet, avec le soutien appuyé de Noël Le Graët lui-même au président de Foot Ensemble. C'est dire le sérieux de cette affaire pour espérer une vraie lutte en profondeur et sans compromission contre l'homophobie dans le football français, avec le succès qu'on constate actuellement. Et puis tiens, regarde, un autre exemple, une petite question. Est-ce qu'on a déjà entendu au cours de ces 5-10 dernières années, l'une de ces deux associations réclamait à la Ligue de football professionnel la moindre sanction contre un club coupable de comportement homophobe? Tiens, par exemple, pour ce chant systématique au stade Vélodrome à Marseille, il faut les tuer, ces PD de Parisiens. On vous le remet, tiens. Il faut les tuer, ces PD de Parisiens. Il faut les tuer, il faut les tuer. Il faut tuer ces PD de Parisiens. Il faut les tuer, il faut les tuer. Voilà, donc ça passe à l'aise. C'était il n'y a pas longtemps, c'était le 26 février dernier. Donc voilà, il y a zéro. Ils n'ont jamais demandé à la LFP de sanctionner, juste en application du règlement, sanctionner l'OM ou d'autres clubs. Donc ne pas contrarier la LFP, continuer à accompagner ces reculs dans la lutte contre l'homophobie et couvrir activement une politique d'impunité qui, mécaniquement, banalise et fait même exploser les manifestations d'homophobie. Alors nous, ça ne nous convient pas. Alors, dès 2018, on a mis en demeure la LFP d'agir contre l'homophobie. Ils nous ont répondu qu'ils travaillaient à faire de la prévention avec leurs partenaires, les pas gênants, des bons gars, vraiment, pas chiants. Du coup, c'est sûr que nous, on a été tout de suite rassurés. Et puis, un peu plus tard, on a eu l'occasion de mesurer en vrai, grandeur nature, les résultats de ce travail de prévention. C'était fin 2019, quand la LFP s'est retrouvée coincée par la circulaire numéro 1682 de la FIFA, qui enjoignait toutes les fédérations et ligues, y compris en France, à appliquer une politique de tolérance zéro contre les discriminations et d'arrêter les matchs en cas d'homophobie, par exemple. Et là, on a pu mesurer le travail de sensibilisation, d'éveil des consciences et d'inclusion des LGBT, entamé donc en 2014 avec cette opération Lacet Arc-en-Ciel dont je parlais tout à l'heure. Donc à la fin de l'été 2019, à la reprise du championnat, des manifestations d'homophobie explosent partout dans les stades de France. Le championnat de France est à l'arrêt, vu non seulement la nullité de leur prévention, mais aussi le refus de sanctionner l'homophobie pendant toutes ces années. C'est bien triste et c'est bien regrettable, mais on arrête donc les arrêts de match à ce moment-là pour homophobie. C'est terminé parce que c'est bien gentil ces histoires de PD, mais les droits télé, on les touche seulement quand les matchs ont lieu et quand il n'y a pas de match arrêté. Donc récemment, le président de Foot Ensemble, donc partenaire de la LFP, s'est vanté sur Twitter que 4000 jeunes avaient été sensibilisés à l'homophobie en 2022. Chiffre non sourcé, mais allez. On chipote pas, 4000, d'accord. On chipote pas parce que, en fait, il y a 1 million de jeunes licenciés à la FFF pour le football, et qu'à ce rythme-là, son plan de sensibilisation, il va s'étendre sur 25 000 ans. Donc voilà, on va pas chipoter parce qu'il a l'air de savoir où il va, le gars. Il voit loin, très, très, très loin. Allez, un petit dernier pour la route, c'est pour les gourmands. Une dernière illustration qui date d'il y a quelques jours, et là, c'est grandiose. On vous a gardé le meilleur pour la fin. On a appris dans le journal L'Équipe du 22 février que la LFP avait décidé de prendre l'écologie vraiment au sérieux. Et attention les LGBT, parce que ça vous concerne, nous dit la LFP. Ben oui, c'est la grande mode. Les LGBT se retrouvent parmi les enjeux de développement durable et autres responsabilités sociales et environnementales, la RSE, au sein des entreprises, des collectivités, etc., comme une espèce à protéger dans la biodiversité. C'est très étrange, mais on n'est pas au bout de nos peines. Je m'explique.
Donc dans sa volonté de renforcer sa RSE, la LFP a revu les critères d'attribution de la licence club. Cette licence club qui permet aux clubs professionnels de participer au championnat de France de Ligue 1 et de Ligue 2. Puis attention, la Ligue de foot professionnelle, elle rigole pas avec la responsabilité sociale et environnementale. Hein. La preuve, c'est que le sponsor de la Ligue 1, c'est Uber Eats. Hein. C'est quand même le modèle social et environnemental. Bref, pour obtenir cette licence club délivrée par la LFP et obtenir du même coup l'intégralité des droits télé qui lui reviennent, un club doit respecter des critères accompagnés d'un barème et obtenir 7000 points sur un total de 10 000 points. Et je vous demande combien de points rapporte la lutte contre l'homophobie ou le racisme. Pas de suggestion. Pas de suggestion. Moi, je vais vous donner la réponse. Ça rapporte 100 points. Voilà, 100 points sur 7000, ça fait 1,74% du total. Non. Si. Et si le... Attends, c'est même pire. Si le club fait une action de prévention juste pour le racisme, c'est bon. Ça compte, ça fera 0 action contre l'homophobie, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, on va vous donner quand même un point de comparaison. On va prendre l'état de la pelouse. L'état de la pelouse, ça compte pour 1350 points. Oui, mesdames, messieurs, le respect des pelouses pour la LFP vaut 13 fois, le respect des personnes LGBTI. C'est officiel, maintenant on peut chiffrer le niveau de mépris de la LFP pour la lutte contre l'homophobie. Bon, alors on va pas se mentir, on est quand même un petit peu déçus, on pensait quand même, nous LGBT, tenir un peu notre rang d'être humain face à du gazon. Tant pis, c'est pas le cas, mais on peut quand même se consoler, parce qu'avec le nouveau barème de la LFP, on se situe quand même au même niveau qu'un éclairage LED, qui rapporte aussi 100 points, 12 points, comme pour une action de prévention LGBT. Éclairage LED, même point que pour un atelier contre l'homophobie. Bravo, la LFP. On vous entend d'ici les mécontents, les râleurs, les ingrats, les jaloux de la pelouse. Heureusement qu'il y en a des plus raisonnables que vous, dès qu'ils savent apprécier les choses et qui savent apprécier ce qui est bien pour nous. Oui, les Panam Boys et Foot Ensemble, ils ont immédiatement salué ces annonces de la LFP comme un seul homme, avec le même message. Tiens, je cite ce message, on avance, avec un emoji, rainbow flag, ballon de foot et point levé, carrément, on avance. Oui, on avance, mais le problème c'est qu'on avance dans le grotesque, dans la banalisation de l'homophobie. Et ce serait bien que tout ce cirque cesse vite, très très vite. Voilà. Puis à part ça, le journaliste Julien Cazard, journaliste de foot très connu, a invité notre collectif Rouge Direct à, je cite, « aller se faire enculer ». Voilà. Bon, 215 000 vues de la vidéo sur YouTube quand même. Je vais vous dire, j'ai même pas envie de commenter ça. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui et à bientôt. Merci Julien. Tu voulais réagir Non, c'était juste, je me demande quand finalement PD, enculé ne seront plus une insulte. Voilà. Julien, tu as la réponse. Il y a du boulot. Il y a du boulot, mais comme on est très très teigneux et très combatif, on a quand même des bonnes nouvelles. Je viens d'apprendre, là, il y a quelques minutes, que la DILCRA, la délégation interministérielle de lutte contre le racisme et les LGBT-phobies, va s'adresser à la Ligue de foot professionnelle pour lui faire remarquer que ça devient totalement n'importe quoi dans l'homophobie dans le football. Je viens de l'apprendre et j'en avais parlé cette semaine avec Sophie Élyséon, qui est la DILCRA, la préfète en charge de cette délégation. Donc il semble qu'elle nous ait entendus et que les choses pourraient peut-être évoluer enfin dans un sens positif pour les LGBT. Comme quoi il faut toujours lutter et combattre, Valérie. Moi je voudrais soulever l'immense travail pour une chronique comme ça. J'imagine l'immense travail fait parce que c'est lire la presse, c'est lire les documents qui sont parfois, j'imagine, imbuvables et les pointer à ce point-là d'intelligence et de finesse, c'est pas pour leur faire plaisir et c'est tant mieux, et causticité. Et moi, je m'interroge, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux auditrices, auditeurs et même nous-mêmes pour réagir, parce que quand on entend ça, on aurait presque envie de faire un commentaire ou on pourrait écrire un email en disant qu'on comprend pas, qu'on interpelle. Est-ce qu'il y a des actions, d'actions, parce que en fait, s'ils sentent qu'il y a beaucoup de personnes derrière qui réagissent et notamment nous qui diffusons les choses, ça peut aussi ils peuvent avoir les antennes qui se dressent, parce que c'est tellement ridicule. Tu as raison Valérie, ça fait très plaisir d'entendre tout cela. C'est vrai que de plus en plus, j'avoue que depuis quelques semaines, on est de plus en plus unis entre associations, organisations de lutte contre l'homophobie pour mettre la pression sur la LFP et sur la FFF, avec notamment Jean-Baptiste Montarnier, l'association des supporters LGBT de l'équipe de France, ou Fierté Pas-de-Calais, parce qu'on a dénoncé une banderole homophobe à Lens et Fierté Pas-de-Calais subit un harcèlement terrible sur les réseaux sociaux, mais on est de plus en plus unis et soudés. Et si les gens veulent suivre l'actualité, on a un
compte Twitter Rouge Direct où on partage toutes les informations. C'est vrai que c'est beaucoup de travail. On essaie, et moi j'essaye ici de pas être trop long ou de pas balancer trop d'informations d'un seul coup, mais bon, en même temps, voilà, que les gens continuent de s'informer, d'avoir un œil sur ce qui se passe au sein du football, parce que le football concerne tout le monde, hein, le football influence toute la société, donc tout ce qui se passe dans le football, même si on n'aime pas le football, finalement, ça finit quand même par nous concerner toutes et tous. Merci Julien et merci à l'équipe de Rouge Direct. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Et on poursuit avec le cercle Antoine Duvignal, Soliman le Magnifique, un sultan très épris. Oui, alors c'est un peu compliqué après une chronique sur l'homophobie dans le sport d'apporter une bouffée d'histoire avec Soliman le Magnifique, mais bon, je vais quand même le faire. Soliman le Magnifique, c'est cet empereur ottoman qui nous plonge dans le XVIe siècle, une époque où l'Empire est à son apogée. Empire multinational, multilingue, comprenant, outre l'actuelle Turquie et sa capitale Constantinople, une grande partie du bassin méditerranéen et de l'Europe du Sud-Est. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, croisé le portrait de ce grand sultan, notamment celui qu'en fit le Titien en 1530, portant un immense et volumineux turban blanc en forme de gros œuf, écrasant son visage, dont seul émerge une fine moustache et un long nez aquilin, c'est un horrible raccourci. Et voilà, il faut dire que plus le turban était volumineux et plus il indiquait l'importance et le rang de celui qu'il portait. Alors, pourquoi donc nous parler de ce grand personnage de l'histoire aujourd'hui ? Alors, tout simplement parce que, comme on ne pouvait pas s'y attendre, Soliman eut une longue histoire d'amour avec un dénommé Ibrahim, qui devint par la suite Ibrahim Pacha, grand vizir de l'Empire ottoman. Une relation connue des initiés à l'époque, et voilà ce qu'écrit l'ambassadeur de Venise à son sujet. Le grec Ibrahim, d'une grande beauté, est le favori du sultan, qui ne le quitte pas un moment, 2 jours comme de nuit, et le comble de faveur. Soliman partage sa couche, on le nomme As-Oda Bazi, c'est-à-dire esclave de la chambre. Ibrahim, en effet, fut recruté, on dirait même plutôt capturé, selon l'usage qui consistait à réquisitionner des garçons de 8 à 18 ans parmi les populations chrétiennes des Balkans et d'Anatolie. Une fois récoltés, je mets des guillemets bien entendu, ils étaient envoyés à Constantinople, convertis à l'islam, éduqués comme des Turcs musulmans, et formés à exercer des fonctions civiles ou militaires dans l'Empire. À son physique avantageux, Ibrahim ajoutait d'exceptionnelles facultés intellectuelles. Élevé à l'école des pages du palais du gouverneur d'une petite ville d'Anatolie, gouverneur qui n'est autre à l'époque que l'encore jeune prince Soliman, il en est vite remarqué. Et Soliman, séduit par ce garçon grand, mince, plein d'esprit, en fait son amant. Rien de bien étonnant à cela, puisque la bisexualité est une pratique répandue chez les sultans. Évidemment, sitôt appelé à diriger l'Empire, Soliman emmène Ibrahim à Constantinople avec lui et commence à lui donner de grandes responsabilités. Soliman vole de victoire en victoire, l'Empire ottoman devient immense et, certain de la fidélité de son amant, il l'envoie reprendre autorité sur l'Égypte et la Syrie. Mission pleinement réussie pendant laquelle Soliman témoigne de son affection par des correspondances quotidiennes. Et revenu à Constantinople, Ibrahim continue à se voir confier des pouvoirs grandissants et in fine celui de grand vizir. Et il faut croire que le pouvoir de l'amour était grand dans le cœur de Soliman pour placer aussi haut un garçon d'origine si modeste, d'autant que le pouvoir s'accompagnant souvent de la fortune, Ibrahim se fit construire un somptueux palais près du sérail. Merci de m'avoir cité à plusieurs reprises, Antoine, Ibrahim. Et alors, et les femmes dans tout ça ? Pas les grandes présentes, mais enfin, quand même, elles jouent un rôle fondamental pour officialiser, il a encore des guillemets, leur grande proximité et lui donner plus de fluidité. Soliman marie sa sœur avec Ibrahim, devenu son beau-frère, et il peut s'autoriser, cette fois en public, toutes les marques d'amour qu'il ressent pour son protégé. C'est évidemment bien plus pratique. Les deux combattent ainsi côte à côte et se lancent notamment à la conquête de la Hongrie qui se termine par un échec devant Vienne, l'origine des fameux croissants. Un échec que, loin de mettre en disgrâce Ibrahim, ni d'altérer leur relation, puisque Soliman continue de le couvrir de faveurs et d'attribuer toujours plus de pouvoir à son favori, j'allais dire à son chéri. Seulement voilà, c'était compté sans les femmes. Aïe, 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 aïe. Tout bascule à partir du moment où Soliman se marie lui aussi, succession oblige. Il lui faut un héritier,
et il décide d'épouser une des femmes de son harem. Ce qui, là encore, est original pour l'époque. Son choix se porte sur la dénommée Roxelane, qui faisait partie du harem, et c'était quelque chose d'assez exceptionnel à l'époque d'aller chercher une épouse dans son harem. Mais en tout cas, mauvaise pioche pour Ibrahim, car elle fait tout pour l'évincer. La voilà qui se met à contester toutes les décisions politiques du grand vizir. La mère de Soliman, qui portait une grande affection à Ibrahim et le soutenait dans tout ce qu'il faisait, meurt dans des circonstances mystérieuses. Tiens. Fatalement, arrive ce qui devait arriver. Ibrahim lui-même fut assassiné dans sa chambre du palais de Topkapi pendant son sommeil, étranglé par un lacet, le bien connu lacet ottoman. Sans craindre de se tromper, comme l'écrit toujours Michel Larivière dans son livre « Les amours masculines de nos grands hommes », les historiens ont avancé l'hypothèse très vraisemblable, selon laquelle Roxelane était l'instigatrice du crime. Et oui, petit hic, la chambre d'Ibrahim était voisine de celle de Soliman, et bien évidemment, celui-ci ne pouvait qu'être complice de l'assassinat de son propre amant. Ça, c'est pas terrible, hein. Roxelane avait dû réussir à persuader son époux qu'Ibrahim était devenu trop puissant et qu'il rêvait de le détrôner. La roche tarpéienne est toujours trop proche du Capitole. Vraiment trop forte, cette Roxelane. Bien entendu, la disparition d'Ibrahim lui permit de retrouver toute son autorité sur Soliman, cette dite Roxelane, donc sa femme, ce qui n'empêcha pas notre Soliman de prendre à nouveau d'autres amants parmi les pages du palais. Et la boucle est bouclée. Merci de m'avoir ressuscité, Antoine. Le grand Soliman. Hein. Oui. Merci Antoine. Un tour de table pour commenter. Oui, eh bien, je trouve qu'on devrait sans difficulté intégrer tous ces éléments biographiques des grands hommes de l'histoire. Voilà, on devrait intégrer dans l'enseignement scolaire, tout simplement banaliser ce genre d'épisodes et d'aspects des grands hommes historiques. C'est tout à fait le but de ces chroniques, en fait. C'est de montrer que de grands personnages de l'histoire ont pu avoir une vie amoureuse, on va dire homosexuelle, et que ça ne les a pas empêchés de... Bon, évidemment, là, il s'agit de très grands personnages, mais Lully, par exemple, quand on a parlé la semaine dernière, était un personnage moins flamboyant que Soliman, et c'est vrai que c'est intéressant de rappeler la sexualité de ces gens-là pour nous faire bien comprendre que ça n'est pas si grave. Valérie ? Merci, c'est absolument passionnant. Et alors après, on ne peut pas interpréter bisexuel, homosexuel. Ça peut être une visibilité bisexuelle. Et je m'interroge alors, et ces correspondances, elles sont conservées quelque part, tu sais ? Les correspondances entre Soliman et Ibrahim. Ah oui, il y a, bien sûr. Elles ont été publiées. Oui, c'est documenté. Oui, bien sûr, on a tout à fait les traces de ça. Et je suis sûre que ça nous donnerait des lectures passionnantes aussi, en fouillant un petit peu. Ah oui, tout à fait. Oui, et pourquoi pas un biopic de Soliman le Magnifique, avec sa vie affective, sa vie amoureuse, avec un bel acteur pour incarner Soliman et Ibrahim. Ah oui, ça ce serait formidable. Mais c'est de la bisexualité, mais disons que c'est une bisexualité un peu forcée par les problèmes de succession, comme d'habitude, quand il s'agit de grands monarques. Merci Antoine. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Terminons cette émission, donc un film, un regard avec Anne-Catherine Mesure, programmatrice du Festival des images homo. Bonjour, alors aujourd'hui, pour la chronique Un film, un regard, j'ai envie de partager un coup de cœur récent pour moi, le film marocain Le Bleu du Caftan. Donc la réalisatrice, c'est Mariam Touzani. Elle est connue car elle est à l'origine de plusieurs films déjà, avec son compagnon Nabil Ayouch. Dans les différents films, elle a été tantôt réalisatrice, scénariste et actrice. Et ici, c'est tout simplement la réalisatrice. Les acteurs sont aussi à connaître. Il y a l'acteur palestinien Saleh Bakri et aussi l'actrice Loubna Azabal, que j'avais pu déjà voir dans d'autres films, comme par exemple Incendie, qui était un film canadien qui évoquait une histoire qui se passait à la fois au Canada et au Liban. Et à chaque fois, Loubna Azabal joue des personnages féminins très forts à l'écran, avec des personnalités importantes et des rôles vraiment très riches. Là encore, elle a vraiment une place énorme dans ce film-là. Le film dure 2h04 et il sort en salle le 22 mars. C'est un film qui a été sélectionné au Festival de Cannes en 2022 dans la catégorie Un certain regard. Et il avait été aussi présélectionné aux Oscars pour représenter le Maroc. Donc si on voit le synopsis, donc c'est l'histoire d'un couple, Halim et Mina, qui sont mariés, qui ont un magasin de caftans.
Un caftan, c'est une tenue, une robe brodée, tissée, qui se porte au Maghreb et qui est faite de manière artisanale. Et donc ils ont leur magasin à Salé, qui est au Maroc. Alim est homosexuel et sa femme, Mina, est au courant et elle le protège, puisque l'homosexualité est réprimée par la loi marocaine. C'est un film donc sur l'amour et donc cet équilibre entre ces deux personnes qui se protègent et qui s'aiment est remis en cause à la fois par la maladie de Mina et aussi par l'arrivée d'un nouvel apprenti qui doit aider Alim dans le travail, et Alim doit le former à ce métier. Voilà. Donc pourquoi ce film est un coup de cœur ? Pour plusieurs raisons. La réalisatrice a voulu faire un film d'amour, et c'est un film qui est doux, qui est pudique et qui est lent. La lenteur fait vraiment partie de l'histoire du film. Elle est nécessaire au film. Il est intéressant car il montre une autre façon de faire du cinéma, en mettant en avant donc cette pudeur et cette lenteur qu'on n'a pas toujours l'habitude de voir dans les films plus occidentaux. Et il dit des choses en les suggérant par petites évocations et non pas forcément en verbalisant. Et donc la lenteur, elle est à la fois due au métier du travail manuel qu'exerce Alim, qui est le métier du Maalim. Et pour fabriquer ces robes-là, il faut plusieurs mois, le caftan. Hein. Et elle est aussi nécessaire par rapport à la maladie de la femme, de Mina, puisqu'on l'accompagne dans la maladie qui progresse. Et donc chaque instant est important dans cet accompagnement. Et c'est un film aussi qui est sur la transmission, puisque Alim forme son nouvel apprenti et en lui donnant l'amour du métier et la précision de chaque geste. Et donc du coup, ça aussi, la transmission, ça prend son temps à se faire. Et du coup, la relation aussi entre Mina et Alim est une relation de protection. Mina protège son mari, puisqu'elle sait que son homosexualité est réprimable au Maroc, donc elle le protège, et elle le protège durant leur vie, mais aussi elle prépare son possible départ par rapport à sa maladie. Donc c'est un film qui est intéressant et qui donne aussi une photo du Maroc, de la société marocaine et de son rapport avec l'homosexualité. Dans le film, elle est clandestine. On voit des rencontres dans le hammam. On voit aussi le poids de la société et de l'État avec des contrôles de police dans la Médina. Et si on fait un rappel avec aujourd'hui, la loi interdit toujours l'homosexualité au Maroc. Hein. Ça peut être de quelques mois à quelques années de prison et évidemment des amendes. Et ce film, pour nous, à Toulouse, il a été projeté dans la partie régionale du Festival des images homo. Et il a toujours, quelles que soient les salles, suscité une forte émotion du public, qui a été touché par l'amour, qui se dégage du film, par l'histoire de ces trois personnages qui sont importants, et la beauté, évidemment, des images et de l'histoire. C'est vraiment un film qui est agréable à voir, et une œuvre qui évoque le Maroc et qui est faite par une Marocaine et qui évoque la société marocaine. Donc c'est vraiment intéressant d'être plongé comme ça avec un regard interne, et ça permet de comprendre quand même une culture et des relations sociales qui se manifestent de manière différente qu'en France et en Europe. Et la pudeur est très présente et elle est c'est au cœur de leurs relations, et c'est important pour comprendre les différences culturelles qu'on a trop tendance à juger très rapidement. Et voilà, donc c'est un film que je conseille après le film Close et après Joyland. C'est un coup de cœur très fort pour moi, et j'espère que beaucoup de monde ira voir ce film-là, et ça a été une belle découverte, et moi ça me donne envie de découvrir les autres films qu'a pu réaliser Mariam Touzani avant cela avec Nabil Ayouch, et qui sont toujours souvent sur des sujets sensibles et dans la société marocaine. Donc voilà, moi ça m'a vraiment ouvert une porte que j'ai envie de poursuivre, un chemin que je voudrais poursuivre. Je vous remercie à tous, et à très bientôt pour un autre film.
Merci. Merci Anne-Catherine, vraiment c'est formidable. On ira le voir, donc c'est bien le 22 mars, la sortie donc au cinéma, Le Bleu de Raften, comme on dit en marocain, et ça te fait réagir Oui, non, c'était juste, j'avais deux petites choses. La première, c'est Brahim, est-ce que tu sais si au Maroc la répression de l'homosexualité est quelque chose qui évidemment, qui apparemment bien sûr est dans les textes, enfin qui est, je sais pas sous quelle forme, mais enfin qui est contraignante, mais est-ce que c'est réellement appliqué? Et au moment où Anne-Catherine s'exprimait, c'est vrai que c'est répressible, c'est prison et autres, mais c'est pas vraiment très très appliqué parce qu'on essaie quand même de fermer les yeux. Ce qui se passe au Maroc, il faut pas effectivement toutes ces associations comme on peut voir chez nous en Occident, LGBT+, qui descendent dans la rue et qui manifestent un certain nombre de choses. Mais l'homosexualité, elle peut quand même se vivre dès lors où elle est cachée, sans trop montrer dans la société qu'on peut vivre avec une femme ou avec un homme. Et là, ça passe, ça se sait. Il faut voir le nombre de personnes qui sont homosexuelles au Maroc et qui vivent bien leur homosexualité quand c'est caché. Et d'ailleurs, il y a des doubles vies, comme le disait tout à l'heure Catherine dans le film, où cette femme qui protège son mari, tout ça, c'est vrai, effectivement, c'est du vrai. Il y a beaucoup de pudeur. Et je pense qu'il y a même une avancée qui est encore beaucoup plus... il y a moins d'homophobie là-bas, dès lors où c'est caché. Contrairement à l'Occident chez nous justement. Et c'est ça qui est intéressant. Et moi je découvre ça depuis que effectivement j'ai mon petit copain qui est au Maroc, donc ça fait 2 ans que je suis avec quelqu'un, et j'ai découvre ça et qui fait quand même plaisir quelque part en fait, vraiment. Oui, c'était pire avant quand même, c'est ça? Comment? C'était pire avant. C'était pire avant, il y a 20 ans. Oui, effectivement. Ouais. Et la deuxième chose, non, c'était juste un petit rappel, c'était parce que comment ça s'appelle, Anne-Catherine Demesure, parler du rythme lent du film, et moi j'étais pas là, mais je crois qu'on a reçu ici grâce à toi Valérie Gaël Lépingle pour son film Les garçons de province, et moi j'ai été voir le film, tu l'as vu aussi bien sûr, et le rythme est très lent justement pour adapter à la province justement, donc y a pas, c'est pas si rare. Oui, avec une poésie et les deux. Enfin, donc le film Gaël, moi j'en ai parlé et vraiment j'aime beaucoup ce rythme poétique. Mais à la fois c'est des actions profondes et ça nous laisse le temps aussi d'avancer dans la narration. Et ça me donne envie justement dans cette même veine, enfin différente j'imagine, de voir ce film. Et pour revenir sur le Maroc, vivons cachés, vivons heureux, vivons cachés. Certes, tant mieux si les personnes LGBT, c'est pas la chasse à l'homme, à la femme, pour aller les dénicher, les dénoncer. Mais voilà, ça prouve aussi que il vaut mieux vivre comme ça plutôt que rien. Mais ça prouve quand même un rejet. Bon, faites ce que vous voulez. Mais bon, on ne veut pas le voir. Surtout, dérangez pas trop la société établie. Mais bon, au Maroc, et pas plus que, parce que c'est comme une société ouverte aussi que je connais. Mais si jamais quelqu'un met le bout du doigt une ombre de velléité de se découvrir, mal lui prend... c'est dommage. Il y a le poids de la religion, il y a le poids de la culture, tout ça, et ça va évoluer. Même avec la religion, on en parlait tout à l'heure hors antenne, et on sera amené un jour par faire une spéciale religion. Je pense par exemple à l'association Shems, qui veut dire soleil, l'association parisienne qui réunit, qui sensibilise les personnes de confession musulmane qui sont homos, qui ont, il n'y a pas très longtemps, rencontré donc le recteur de la mosquée de Paris, qui était ouvert sur la question. Donc il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui bougent chez les chrétiens, chez les juifs, et un jour ça mériterait qu'on fasse vraiment une émission pour voir quand même il y a des premiers pas comme ça qui se passent, et c'est important de mettre en lumière tout ça et d'en parler, et ça fera certainement évoluer petit à petit ces pays, aussi bien du Maroc, ces pays arabes et même d'ailleurs. On parle même, je veux dire, chez les chrétiens, la Pologne aussi, donc qui sont très répressifs, les Russes et autres. Donc il y a matière à faire. Donc un jour, une spéciale religion, homosexualité et religion très prochainement dans mon micro. Encore une fois, merci à Anne-Catherine Demesure pour ce film qu'on ira voir le 22 mars prochain. Et pourquoi pas, on peut y aller ensemble, tiens. Très bonne idée. Merci en tout cas de m'avoir accompagné ce soir, Valérie. À très vite. Au revoir, Julien. Au revoir, à bientôt. Au revoir, Antoine. Et merci
Un grand merci à celui qui a réalisé l'émission de la semaine dernière et Rodrigue, qui est un gentil hétérosexuel en devenir d'être gay, je suis sûr, un jour ou l'autre. Voilà. Il ne peut pas prendre la parole parce qu'il n'a pas le micro. Et donc, il ne peut pas répondre. Il ne peut pas se défendre. Voilà. Merci, Rodrigue. Et on fera intervenir d'ailleurs l'oncle de Rodrigue qui vit au Chili, me dit-on. On le fera intervenir par téléphone, le beau Chilien que j'avais eu l'occasion d'échanger avec lui par téléphone. On vous embrasse. À très vite. Ciao, ciao. Hey! Oh non! Cette émission est maintenant terminée. Mais un conseil, retrouvez l'ensemble des podcasts d'Homo Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.